interrogatoires ont été abordées. Ces techniques incluaient la menace de se faire enterrer vivant ou de subir le supplice de la baignoire. Est-ce que la CIA vous l'a demandé? Je ne me souviens pas exactement si c'est moi qui ai demandé ce mémo, si c'était une demande de la CIA ou si la CIA s'est adressée à moi. Je ne m'en souviens plus, sénateur. Vous n'avez aucune note, aucune information, aucun résumé qui nous éclairait sur une question aussi importante et aussi lourde de conséquences? Je suis certain que nous avons eu des discussions à ce sujet. Au bout du compte, le mémo a été accepté parce qu'il s'agissait de la position et de la décision finale de l'OLC. L'astuce du mémo de l'OLC consiste à redéfinir la torture en plaçant la barre si haute que rares sont les actes qui entrent dans la définition. Pour qu'une souffrance physique soit considérée comme de la torture, il faut qu'elle soit équivalente en intensité à la souffrance qui accompagne une blessure physique sévère, comme la défection d'un organe, l'altération d'une fonction corporelle ou même la mort. La parole est maintenant à Monsieur Coe, le doyen de l'école de droit de Yale. Ayant moi-même travaillé à l'OLC, je comprends la pression que subissent ceux qui rendent des avis juridiques comme celui-ci. Cependant, d'un point de vue professionnel et en tant que professeur de droit et doyen d'une faculté de droit, je dois dire que le mémo de Bybee représente l'avis juridique le plus erroné que j'ai jamais lu. J'ai examiné les rapports rédigés par les États-Unis sur la torture infligée par les troupes de Saddam Hussein. Plusieurs techniques y sont dénoncées comme la menace de viol ou le fait de faire tomber de l'huile bouillante sur quelqu'un ne répondent pas aux critères définis dans le mémo, alors qu'elles étaient clairement considérées comme de la torture lorsqu'elles étaient commises par Saddam Hussein. J'ai une question. Ne croyez-vous pas que quelqu'un puisse souffrir le martyre sans que cela provoque la défaillance d'un organe? Un exemple, le fait de couper les doigts de quelqu'un n'entrerait pas dans votre définition de la torture? Je ne me souviens pas avoir lu que ce niveau de douleur était nécessaire pour que ce soit considéré comme de la torture. À mes yeux, se faire couper les doigts ressemble à de la torture. Quelles conséquences entraîne cette remise en cause de l'interdiction de la torture pour les États-Unis et le reste du monde? Quand un pays ordinaire torture quelqu'un, on se dit que c'est une violation des droits de l'homme, mais les standards ou les normes restent les mêmes. Mais quand une superpuissance comme les États-Unis viole une norme aussi fondamentale que la prohibition de la torture, cela tend à dégrader la prohibition elle-même. On trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde des pays qui justifient l'usage de la torture en invoquant ce que Bush a fait. Moi-même, j'ai rencontré récemment le Premier ministre égyptien à qui je dénonçais la torture infligée à des suspects arrêtés dans le Sinaï. Et sans hésiter une seconde, il m'a dit « Mais c'est ce que Bush a fait ». Révélé par la presse peu après le scandale d'Abu Ghraib, le mémo de la torture représente le document le plus compromettant de l'administration Bush. Cette pièce à conviction pourrait envoyer ses auteurs en prison pour complicité de crimes de guerre. Voilà pourquoi John Ashcroft, le ministre de la Justice dont dépend l'OLC, a tout fait pour cacher son existence au Congrès jusqu'au bout. Il y a 3 mémorandums du département de la justice. L'un du 9 janvier 2002 signé par John Yoo, le deuxième d'août 2002 signé par Bybee et le troisième de mars 2003 pour le groupe de travail interagences. Allez-vous fournir ces mémorandums à notre commission? Non, je ne le ferai pas. Je refuse de révéler ces mémos parce que je pense qu'il est essentiel pour la branche exécutive que le président ait la possibilité d'obtenir de son ministre de la Justice un avis confidentiel. Franchement, c'est du mépris pour le Congrès. Vous devez nous expliquer quel privilège vous invoquez pour refuser ce que nous vous demandons. À moins que ce soit un privilège du président, mais rien ne le prouve. Je pense que la Commission ne devrait pas se laisser faire. Est-ce que ces mémorandums sont classifiés?
Apparemment, le ministre de la Justice tient une conférence dans les coulisses pour préciser sa position. Je suis en train de demander un conseil qui restera confidentiel. Certains de ces mémos sont peut-être classifiés d'une certaine manière pour certaines raisons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je sais que ce n'est pas un jour facile pour vous, et nous apprécions votre présence ici. Je pense qu'il y a sans doute peu de personnes dans cette salle ou en Amérique qui pensent qu'on ne doit jamais utiliser la torture, surtout quand des milliers de vies sont en jeu. Prenons une hypothèse, nous apprenons qu'une bombe nucléaire a été cachée quelque part dans une ville américaine. Et nous estimons qu'une forme de torture, y compris très sévère, peut nous donner une chance de trouver la bombe avant qu'elle n'explose. Je suis sûr que la majorité des Américains et des sénateurs seront d'accord pour dire « Faites ce que vous avez à faire ». Le problème, c'est que cela doit être très sérieusement encadré et rendu public. Dans ce cas, je suis convaincu que toutes les personnes raisonnables comprendront. It's too late. You can't stop this. L'argument développé par le représentant démocrate pour justifier la légalisation au coup par coup de la torture a été publiquement débattu aux États-Unis. Son nom, le scénario de la bombe à retardement. L'organisation Human Rights First a édité un DVD intitulé Torture en prime time qui montre la banalisation de cet argument à la télévision. Le modèle de cet argument, c'est un programme de télévision appelé 24 heures en français, qui est diffusé depuis 7 ans. Le héros est un agent de renseignement américain du nom de Jack Bauer, qui passe au moins plusieurs minutes par heure à torturer quelqu'un pour obtenir de l'information sur une bombe à retardement. C'est la même histoire chaque semaine dans chaque épisode. I will tell these men to kill your last son. Where is the bomb? Preposterous argument. C'est un argument grotesque. Tout le monde sait, au sein du gouvernement, qu'il n'y aura jamais ce scénario parfait, où on pourra obtenir le bon renseignement exactement au bon moment. C'est impossible. Ça n'arrive qu'à Jack Bauer dans 24 heures ou à Hollywood. Depuis, à chaque fois qu'on allume son poste, on tombe sur un programme où quelqu'un est torturé. Cela a un impact considérable sur les gens. Cela entretient la peur et surtout, cela a permis aux politiques de donner une légitimité aux décisions prises. Au moment où la CIA reçoit le feu vert de l'OLC, à Guantanamo, le Pentagone multiplie les pressions sur les services de renseignement de l'armée, chargés d'interroger le Saoudien Mohamed Al-Qahtani. Soupçonné d'être le 20e terroriste des attentats du 11 septembre, il a été arrêté en Afghanistan, puis transféré sur la base de Guantanamo en janvier 2002. Pendant 6 mois, les officiers de renseignement militaire respectent les consignes du manuel de campagne de l'armée qui interdit les interrogatoires coercitifs. On sait aujourd'hui que Donald Rumsfeld a décidé de passer outre en détournant un programme militaire secret baptisé SEER et destiné à entraîner les forces spéciales américaines à résister à la torture. Mon nom est Malcolm Nance. Je suis un ancien membre des services de renseignements américains. Pendant que je servais ma nation, j'ai eu l'honneur d'être accepté comme instructeur pour le programme de la marine. Survie, évasion, résistance et secours, l'école SEER. Le programme SEER a été créé à la fin des années 1950, après la guerre de Corée. Les études faites sur les prisonniers de guerre américains ont montré que pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout en Corée, les prisonniers de guerre mouraient en grand nombre. Ces études ont démontré que c'était à cause des techniques utilisées. Il a été décidé de créer un programme qui permette aux membres de l'armée américaine d'avoir certains outils pour résister à une éventuelle captivité. Nous entraînons notre personnel afin qu'il puisse survivre dans le pire environnement qui soit, à savoir celui d'un ennemi qui ne respecte absolument pas les droits de l'homme ni les conventions de Genève.
Le programme le plus vigoureux auquel j'ai participé était le programme des Rangers de l'armée américaine. Nous avons été parachutés dans la jungle le soir, et pendant que j'étais en train de rouler mon parachute et de le ranger dans mon sac, j'ai été capturé. J'ai été enfermé un jour et une nuit dans un espace dans lequel je ne pouvais être qu'en position fétale. C'est long. Et je vous assure que c'est très dur de rester dans cette position pendant une journée. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais même pas tourner la tête. Ensuite, on m'a soumis à un interrogatoire. J'étais assis sur une petite chaise avec une grosse lampe comme ça, allumée et braquée sur mon visage. J'étais torse nu. Puis on a commencé à être agressif avec moi. L'un des officiers m'a giflé si violemment qu'il m'a cassé une dent. Nous enseignons à nos étudiants que la torture est utilisée par des services de renseignement militaires ou civils qui ont recours à des moyens illégaux pour obtenir du renseignement. Nous leur présentons la torture comme un échec complet de la part de l'ennemi. Et nous les soumettons aux techniques utilisées partout dans le monde, comme le supplice de la baignoire, les coups, les positions de stress, la privation de sommeil, l'arrachage des ongles ou les chocs électriques. C'est conseillé et contrôlé par des psychologues et des médecins, etc. Leur rôle est de s'assurer qu'une école aussi agressive que l'école des Rangers, par exemple, ne blesse personne. Le rôle des psychologues de CIR est très important. Ce sont eux qui vérifient que les étudiants sont en bonne santé mentale et leur apprennent à le rester en captivité. Si quelqu'un m'avait dit « Ok, nous allons maintenant torturer des gens de la même manière que les tortionnaires nous ont torturés », j'aurais dit 1. Que c'est un crime, 2. Que c'est inefficace, et 3. Que c'est la chose la plus anti-américaine que l'on puisse faire. La révélation de l'existence du programme CIR et de son détournement pour torturer des prisonniers a provoqué un vif émoi aux États-Unis. Pourtant, lors de l'audition parlementaire, seuls les seconds couteaux ont été cités à témoigner, et pas Donald Rumsfeld, leur chef à tous. L'audition d'aujourd'hui va explorer comment les techniques d'entraînement à la résistance du programme CIR ont été inversées par des responsables du département de la Défense pour être utilisées de manière offensive contre des détenus. Je commencerai par vous, Monsieur Schifrin. Lorsque vous étiez l'avocat général adjoint, chargé du renseignement au département de la Défense, vous avez eu des discussions avec votre supérieur, Jim Haynes, concernant la question des interrogatoires durant le printemps ou l'été 2002. Est-ce exact? J'ai effectivement discuté avec Jim Haynes pour savoir où on pourrait trouver, au sein du département de la Défense, une expertise sur la manière de conduire des interrogatoires. Le département de la Défense ne s'était pas occupé de cette question, au moins depuis la guerre du Vietnam. Ce souci était-il dû à des frustrations venant du manque de renseignements récoltés? C'est le sentiment que j'ai eu, pas seulement à cette occasion, mais lors de précédentes réunions auxquelles j'ai assisté dans notre bureau, et où il y a eu des conversations sur le progrès ou le manque de progrès dans l'exploitation des détenus. Monsieur Haynes, avez-vous demandé à Monsieur Schifrin d'obtenir des informations sur les techniques CIR? Monsieur le Président, 6 ans se sont passés depuis l'été 2002 et ma mémoire n'est pas parfaite.